Bonjour à tous pour cette quatrième journée correspondant donc au 22 mars 2022 de ce cours qui porte donc sur la fameuse formule de Descartes, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors cette séance qui s'inaugure à l'instant est un peu particulière parce que elle coïncide avec le jour où je reprends les cours de philosophie, ceux que vous suivez là sur Internet par visio. Je reprends ce même cours de philosophie donc en présentiel à l'Université du Temps Libre de Tarbes le mardi après-midi de 15h à 16h30 à l'espace Bellevue. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Eh bien, d'abord, vous aurez remarqué que j'enregistre cette séance d'aujourd'hui après avoir prononcé le cours d'hier en présentiel. Je l'enregistre ce mercredi pour qu'elle soit mise, cette séance, en ligne le plus vite possible. Alors, à partir de maintenant, donc, et je vous avouerai que cette perspective ne me réjouit pas outre mesure, mais je mènerai en parallèle, comme je l'ai fait pendant un certain temps au début de cette année scolaire, je mènerai en parallèle les cours en présentiel le mardi après-midi et la mise en ligne de ce même cours dans la semaine qui suivra. Il se trouve donc que c'est après que j'aurai exposé le cours en présentiel que sera disponible sur le site de l'UTL en visio l'équivalent, donc sous la forme à laquelle vous assistez à l'instant même. C'est après, pour quelle raison? Parce que quand j'interviens en présentiel durant le laps de temps d'1h30, qui est le laps de temps réglementaire, on va dire, pour mes cours de l'UTL, eh bien, je m'arrête quand j'ai terminé. Et je préfère régler le temps que je consacre au cours en visio sur le temps que m'a pris la séance en présentiel plutôt que l'inverse. Pourquoi? Parce que eh bien ici, une fois que j'arrive au bout de mon temps, je m'arrête, même si, ce qui d'ailleurs sera très probablement le cas à chaque fois, même si j'en ai dit moins que je n'en dis en présentiel. L'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je ne suis pas extrêmement réjoui de poursuivre en parallèle la visio et le présentiel, c'est que je vous l'avoue, je ne sais pas si ça se remarque, je ne sais pas si ceux qui me connaissent dans les deux façons de procéder font aussi cette observation, mais c'est que je suis moi beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins, j'allais dire même, n'ayons pas peur des mots, beaucoup moins heureux de parler devant ma machine, devant mon ordinateur, que de parler devant des auditeurs en chair et en os, même si le fait d'assurer les cours en présentiel ajoute évidemment une contrainte dans la mesure où ça crée une obligation hebdomadaire d'être là où a lieu le cours. Bon, alors, je vais quand même néanmoins poursuivre en parler les deux. Pourquoi? Eh bien, pour une raison simple, pour ne pas abandonner complètement les auditeurs qui ne peuvent pas venir pendant la journée ou qui ne souhaitent pas être adhérents à l'UTL et qui, il n'y a encore pas si longtemps, mais ce temps commence à s'éloigner sérieusement, ces auditeurs qui assistaient à mes séances de philosophie au lycée Théophile Gautier le soir, en semaine. Bon, eh bien, pour cela, je maintiens les cours en visio, avec possibilité pour n'importe qui d'y accéder, évidemment, gratuitement. Alors, ce qui me conduit à faire la remarque suivante, évidemment, je surveillerai la fréquentation, l'assiduité à ces cours en visio, puisque je peux savoir à l'unité près combien de personnes se sont connectées pour voir ces leçons en visio. Eh bien, je vérifierai, parce que si je constatais que se poursuivent la descente de l'effectif des personnes qui suivent ces cours en visio, comme je l'ai vu depuis le début de l'année scolaire, où ça s'est divisé à peu près par deux, si je devais tomber à un nombre trop restreint j'ai envie de dire, de téléspectateurs ou de téléauditeurs, je crois que j'arrêterai tout simplement ces cours en visio, considérant que peut-être, et d'ailleurs je le comprendrai, je ne pourrais pas leur en vouloir, que les auditeurs du cours de Tarbes
Théophile Gautier traditionnel qui avait lieu, je le rappelle, maintenant depuis 1993, c'est-à-dire bientôt 30 ans, je comprendrais très bien qu'il faisait tout simplement démissionner et que n'assiste plus à ces cours de philosophie que les auditeurs régulièrement inscrits à l'Université du temps libre. Bon, nous verrons bien. Pour l'instant, je continue en parallèle les deux modes d'exposition, présentiel et visio, et puis j'aviserai en temps voulu. Évidemment aussi, il va de soi que j'arrêterai le présentiel si la situation sanitaire, au lieu de continuer, semble-t-il, à s'améliorer, se mettait à nouveau à empirer. Ça, seul l'avenir le dira. Je n'ai pas ici la moindre capacité de faire quelques pronostics que ce soit. Bon, il est possible aussi d'ailleurs que ces séances en visio soient de quelque utilité à celles et ceux qui ont suivi les cours en présentiel, s'ils souhaitent réentendre, pouvoir prendre des notes, le faire en prenant davantage leur temps, à leur guise, c'est possible aussi, je n'en sais rien. En tout cas, je le répète, je suis toujours preneur de toutes les remarques critiques, objections, aussi bien quant au contenu que quant à la forme de ces cours de philosophie, et que, par exemple, si vous avez quelque idée des raisons qui pourraient expliquer le fait que le nombre d'auditeurs en visio est considérablement diminué depuis le début de l'année scolaire, eh bien, ces raisons m'intéresseraient. Elles peuvent tenir au contenu du cours, qui s'est avéré pour la plupart peut-être susciter moins d'intérêt que d'autres cours précédents. Elles peuvent tenir à la façon dont je procède en visio. Ça ne m'étonnerait pas, parce que franchement, je ne trouve pas que ce que je fais sur Internet me satisfasse autant que les séances en présentiel, mais ça, c'est à vous de le dire. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez surtout pas à me le donner. Alors, je vais reprendre, bien sûr, là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, il y a une semaine. J'avais annoncé que j'allais bientôt mettre en place, à grands traits, le portrait de cette nature telle qu'elle sort des ateliers de la science et de la philosophie nouvelle qui surgissent à l'âge classique, à l'époque justement de Descartes, avec bien sûr Descartes lui-même, mais quelques autres tout aussi illustres, et même, on va dire, au point de vue de la notoriété scientifique, au point de vue de la célébrité scientifique, sont même plus illustres que Descartes. Je veux parler de Kepler, de Galilée, et plus tard, bien sûr, suivi par Newton. Et j'en oublie, dont je reparlerai peut-être au passage quand l'occasion s'en présentera. Mais avant d'en venir à cette présentation de la nature cartésienne, de la nature qu'on pourrait dire galiléo-cartésienne, eh bien, avant de venir là, je voudrais demeurer encore sur ce que j'avais commencé d'exposer, à savoir la place de Descartes dans l'histoire de la science et de la philosophie. Bien sûr, ici, surtout en ce qui concerne la philosophie, pour la science, j'ai dit à peu près l'essentiel, l'apport scientifique de Descartes. Il tient à deux aspects, les mathématiques, l'invention de la géométrie analytique, et l'optique géométrique, la découverte des lois de la réflexion et de la réfraction de la lumière. Du côté de la philosophie, je serai beaucoup plus succinct, beaucoup plus bref, donc évidemment très très peu approfondi. J'en ai parlé un tout petit peu, mais j'y reviendrai. J'aurai l'occasion de donner quelques précisions supplémentaires dans ce qui suit. Alors, je l'ai dit déjà, ça je crois, ce que va faire Descartes comme philosophe qui est témoin et en même temps qui est acteur, je viens de le dire, de ce grand mouvement de bouleversement scientifique qui intervient à cette époque, ce que va faire Descartes, c'est procurer à cette science nouvelle, à cette science héliocentriste, à cette science mathématisée, la science de la physique galiléenne, eh bien, il va vouloir lui procurer ce qu'il faut appeler un fondement. C'est-à-dire qu'il va lui donner le socle, il va lui offrir la base, sans l'appui, sans le support de laquelle cette science serait une science qui n'est pas tout à fait, pas complètement, je dirais, assurée. Car
il en va d'un corps de connaissance, d'un corps de savoir, et même d'un corps de recherche, comme d'un bâtiment, comme d'un édifice matériel. On est assuré de leur fiabilité, de leur solidité, que à partir du moment où leurs fondations sont elles-mêmes bien assurées. Or, précisément, la science des Copernic, Kepler, Galilée est une science qui rencontre d'immenses succès, qui fait de grandes découvertes, des découvertes que valide progressivement au fur et à mesure qu'on les met à l'épreuve, que valide de nombreuses observations et même des expérimentations. Mais cette science qui est, je dirais, confirmée, attestée, validée, vérifiée par ses résultats mêmes, eh bien, elle n'a pas les moyens d'entrer dans la compréhension des raisons profondes qui font que c'est véritablement une science fiable, une science sur laquelle on peut s'appuyer et dont on peut penser qu'elle nous donne à partir de maintenant les moyens de progresser sans que jamais on ait à redouter que les fondations soient remises en question et donc que l'édifice soit ébranlé. Alors, sur les rapports de la science et de la philosophie, un dernier mot. Il y a une espèce de, de récit tout à fait classique, très courant, qui consiste à dire, et il n'est pas faux, je ne le mentionne pas seulement pour le réfuter, mais pour le préciser, un récit qui nous raconte comment la science est devenue ce qu'elle est, à savoir ce que nous appelons aujourd'hui, avec tout ce que ce mot implique, la science, qu'elle est devenue la science qu'au prix d'une émancipation par rapport à la philosophie, c'est-à-dire au terme d'un processus qui aurait vu se séparer l'une, la science, de l'autre, la philosophie. Alors, je le répète, il y a du vrai dans ce récit, à condition d'apporter quelques précisions et peut-être même quelques rectifications, quelques corrections à la façon dont on le raconte habituellement. L'erreur serait de croire, et c'est à cette erreur que je vais m'attaquer brièvement, parce que je ne vais pas rester très longtemps sur ce sujet, l'erreur serait de croire que philosophie et science étaient deux réalités, deux activités distinctes, existant conjointement, inséparables l'une de l'autre, jusqu'à ce que l'une, pour quelle raison? Peut-être parce qu'elle aurait tout d'un coup pris conscience de son identité, de sa spécificité, eh bien, dont l'une, la science, aurait décidé un beau matin de voler de ses propres ailes. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. Le mot science désigne pour nous aujourd'hui un domaine, un secteur, une région de l'activité, on va dire culturelle, on pourrait même dire spirituelle, de l'humain. Oui, la science est une activité spirituelle, c'est-à-dire que c'est une façon pour l'esprit d'exprimer sa nature et d'exprimer sa puissance. Il faut arrêter de nous raconter cette histoire qui consiste à confondre le spirituel avec le religieux. Il y a autant, et à mon avis d'ailleurs, à mon humble avis personnel, beaucoup plus de spirituel, de spiritualité et d'esprit dans la science qu'il n'y en a dans la religion. Je passe sur ce point qui n'est pas mon objet. Donc, nous nous représentons aujourd'hui la science comme un certain domaine d'activité humaine, à côté de la technique, à côté de la politique, de la religion, de l'art et de la philosophie. Or, le mot science, jusqu'à précisément l'époque de Descartes, et même un peu au-delà d'ailleurs, jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire que le mot science ne désigne pas un secteur de l'activité humaine avec ses institutions, avec ses lieux, avec ses personnels spécialisés, comme c'est le cas aujourd'hui. Le mot science désigne, on pourrait dire, un certain degré, qui est le degré suprême, le degré ultime, dans la valeur de ce qui s'appelle savoir. Il y a beaucoup de choses que nous savons, mais que nous ne savons pas sur le mode de la science. Sur le mode de la science, cela veut dire, au sens de ce que les Grecs appelaient, et c'est le mot qu'on traduit aujourd'hui par science quand on fait du grec, ce que les Grecs appelaient épistémé. Épistémé, c'est en grec la science, et ce n'est pas l'activité scientifique
avec ses instituts spécialisés, avec ses personnels spécialisés, c'est le niveau, le degré nec plus ultra, pourrait-on dire, dans la hiérarchie des valeurs de la connaissance. On ne peut rien savoir sur rien mieux que de le savoir scientifiquement. Voilà ce que signifie le terme épistémé en grec. Et donc, lorsqu'on parle, jusqu'à l'époque de Descartes, et je le répète encore un peu au-delà, de philosophie, on ne désigne pas une activité qui existerait dans l'environnement social à côté de et au même titre que la science et qui voisinerait plutôt d'ailleurs pour nous aujourd'hui, par exemple, avec les lettres qu'avec les études scientifiques. Universitairement, par exemple, scolairement et dès le lycée, les disciplines scientifiques ne sont pas associées, elles ne sont pas couplées avec la philosophie, qui entre plutôt dans la catégorie des disciplines réputées littéraires. Mais lorsqu'on parle de philosophie à l'époque de Descartes, on ne parle pas du tout d'une activité spécialisée qui serait le fait des philosophes, qui seraient des personnes distinctes, des scientifiques, vivant dans un univers social et dans des institutions autres que les scientifiques. La philosophie est une activité. Alors oui, sans étude, c'est une activité sociale à côté des autres, mais c'est une activité qui englobe, qui comprend ce que nous appelons aujourd'hui la science. Et ici, pour le comprendre, il faut revenir à l'image que propose Descartes dans un texte célèbre de 1647. Nous sommes à la fin de la vie de Descartes, il mourra en 1650, et en 1647 est traduit un texte que Descartes a écrit l'année précédente sous le titre de Principe de la philosophie. Principe au pluriel. Donc Descartes a écrit en latin les principes de la philosophie qui sont traduits l'année suivante, en 1647, par un certain abbé Picot, P-I-C-O-T, un certain abbé Picot qui traduit les principes de la philosophie. Et au moment où paraît cette traduction, Descartes rédige une préface qu'il adjoint aux principes de la philosophie et qu'il intitule Lettre préface avec un trait d'union, lettre préface, plutôt lettre au traducteur de ce livre qui pourra servir de préface. C'est pour ça qu'on dit souvent aujourd'hui la lettre préface des principes de la philosophie. Le titre exact est lettre au traducteur de ce livre qui pourra servir de préface. Pourquoi Descartes publie-t-il les principes de la philosophie? Pourquoi les publie-t-il d'abord en latin? Pourquoi les fait-il traduire ensuite en français? Il publie des principes de la philosophie parce que l'ambition de Descartes est de faire pénétrer sa philosophie dans l'université et qu'une philosophie, une pensée, une doctrine voulant dire étymologiquement ce qui a vocation à être enseigné. Une doctrine ne peut à cette époque entrer dans l'université que sous la condition d'être accompagnée et donc de se présenter sous la forme d'un manuel, d'un livre, qui doit servir de support aux professeurs pour leur enseignement. Et donc Descartes a à cœur d'écrire un livre scolaire, universitaire, un ouvrage qui ait cette valeur d'instrument, d'outil pour les professeurs qui seraient décidés à substituer à l'enseignement de la scolastique aristotélicienne dans l'université l'enseignement de la philosophie moderne, ce qu'on appelle la philosophie moderne à cette époque, la nouvelle philosophie, on dit aussi la nouvelle philosophie, on parle de nouveaux philosophes, et la nouvelle philosophie, c'est la philosophie cartésienne. Donc Descartes écrit ce manuel en latin parce que l'université, à son époque, parle latin. Il le fait traduire en français parce que, autant qu'il souhaite pénétrer dans l'université, il aspire aussi à se libérer de la tutelle universitaire, du carcan universitaire, et il entend bien être lu par d'autres que ceux qu'il appelle les doctes, c'est-à-dire les savants, ceux qui enseignent la Sorbonne et qui ont l'habitude d'évoluer quand il s'agit de littérature scientifique et philosophique, d'évoluer dans la langue latine. Descartes avait écrit le discours de la méthode dans ce but, afin
d'être entendu, d'être compris, d'être lu et compris de ceux qui n'avaient pas suivi des études universitaires, et y compris, dit-il, il l'ajoute, y compris des femmes à qui il n'était pas coutume d'enseigner la langue latine. Donc, il fait traduire ce texte des principes de la philosophie et il leur adjoint une préface. Et dans cette préface, on trouve une image qui est restée célèbre, qui est celle de l'arbre philosophique. Alors, je vous invite à aller sur mon blog. Je vais immédiatement, une fois que cette séance donc du 22 mars sera complètement enregistrée pour être mise en ligne, je vais immédiatement mettre à jour mon blog et y faire figurer cette image de l'arbre philosophique cartésien. Qu'est-ce que nous dit cette image? Je vous lis le bref passage, les quelques lignes du texte qui en donnent la signification. Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. Voilà. Donc, un arbre, si vous voulez, avec tout en bas les racines, tout en haut, comme tout arbre qui se respecte, les branches, mais une branche, peut-être, qui l'emporte sur toutes les autres, qui est la branche de la morale. Alors, intéressons-nous à cette image et commentons-la un peu. Alors, un arbre dont... alors, d'abord, retenons bien que la philosophie, c'est la totalité de l'arbre. C'est la totalité, c'est l'ensemble des arbres. Surtout, ne résumons pas, ne ramenons pas, ne réduisons pas la philosophie à ce dont on pourrait être tenté aujourd'hui de le rapprocher, à savoir les racines, qui sont la métaphysique. Car, en effet, aujourd'hui, nous avons tout à fait l'habitude d'associer la métaphysique à la philosophie, mais de tenir au contraire la philosophie tout à fait séparée de ce qu'on appelle la physique. Alors, retenons bien que dans cette image, c'est l'arbre dans son entier qui représente, qui figure la philosophie. Je laisse la question des racines pour plus tard. Le tronc, c'est la physique. Que faut-il entendre par physique dans cette image de l'arbre? Non pas seulement la physique au sens contemporain du terme, c'est-à-dire la science de la matière et des mouvements de la matière. C'est comme ça que, je dirais, sans trop essayer d'approfondir, c'est comme ça que je définirais aujourd'hui la physique. C'est la science de la matière et de ses lois, des lois de ses mouvements en particulier. Eh bien, la physique, pour Descartes, c'est autre chose, c'est plus large. Ça inclut cette physique au sens où je viens de la définir, qui est le sens contemporain de la science physique, celle qui se trouve dans les manuels qui portent ce titre, manuel de physique. Non, la physique, c'est la science de la totalité des réalités matérielles ou si vous préférez, des réalités corporelles. Cela veut dire que, par exemple, cette physique va inclure cette discipline qui, à l'époque de Descartes, n'existe pas encore et qui surgira bientôt et qui s'appellera la chimie. Cette physique inclut également la biologie. Les êtres vivants sont des êtres matériels, ce sont des corps, ce sont des réalités corporelles, et ces êtres matériels obéissent, pour Descartes, sont soumis aux yeux de Descartes à exactement le même type de régime de fonctionnement que les choses inertes. C'est-à-dire que ce que nous appellerions aujourd'hui la biologie, et qui n'existe pas non plus à l'époque de Descartes comme science autonome, comme discipline particulière, eh bien, ce que nous appelons aujourd'hui la biologie entre de plein droit pour Descartes dans ce qu'il appelle physique. C'est le tronc de l'arbre. Ce sont ces physiques, sciences de l'ensemble des réalités corporelles, des réalités matérielles. Si vous voulez, c'est ce qui constitue le monde, mais au sens du monde physique, du monde matériel. Alors, de cette science, de ce tronc, partent trois branches. Évidemment, il ne faut pas imaginer seulement trois branches. L'arbre de la philosophie ressemble, mais alors à s'y méprendre, à tous les arbres que nous connaissons, ou la plupart d'entre eux,
Imaginez-vous par exemple un chêne, un hêtre ou n'importe quel feuillu. L'image du conifère convient un peu moins bien, mais enfin certains conifères peuvent tout à fait convenir. Imaginez-vous un chêne, par exemple. Eh bien, de chacune de ces branches vont évidemment partir beaucoup d'autres branches secondaires. Il y a 3 branches principales, à partir desquelles se forment sur chacune d'entre elles une multitude de branches secondaires qui vont elles-mêmes se diversifier en branchettes, en petites branches sur lesquelles seront fixées d'autres brindilles portant, alors toutes ces branches et petites branches portant les feuilles et les fruits. Alors, les feuilles n'occupent aucune place dans l'image cartésienne de l'arbre philosophique. On laissera les feuilles, mais les branches, nous comprenons ce que c'est. La médecine, la médecine, la mécanique et la morale. L'ordre n'est pas très évident, mais je crois qu'on peut le justifier quand même, et j'expliquerai pourquoi la médecine vient d'abord, la mécanique ensuite et la morale après. Je pense que la morale vient à la fin en tant qu'elle est le degré suprême, supérieur de la sagesse. La médecine vient d'abord en tant qu'elle s'occupe de ce qui est pour nous, de ce qui a peut-être le plus de valeur. La mécanique, elle est entre les deux parce que elle a certes une valeur et une utilité, mais moindre que la médecine, et elle a certes sa noblesse, sa dignité, mais moins que la morale. Alors, de quoi nous parle la médecine? Eh bien, elle nous parle de... Alors, on n'est plus dans la science. Là, on n'est plus dans le savoir. Alors, il s'agit toujours de philosophie, au sens où nous sommes dans l'ensemble des activités pratiquées par ceux qui aiment la connaissance. Hein. Philosophia, c'est ça, c'est l'amour de la connaissance. Mieux que l'amour de la sagesse, parce que dans l'idée de sagesse, vous avez l'idée, je dirais, d'une pratique de la vie, d'une vie bonne, qui est, je dirais, moins directement concernée que l'idée de savoir dans le grec sophia, le savoir, sophos, celui qui sait, et donc le philosophe, c'est celui qui aime le savoir, qui aime savoir. Alors, la médecine, eh bien la médecine est cette branche du savoir, mais ce n'est déjà plus seulement du savoir, puisque c'est une pratique. Un médecin, ça soigne. Alors, ça soigne sur la base d'un savoir qu'il possède. On sait ce qu'il en est du savoir des médecins à l'époque de Descartes. Mais peu importe, c'est l'idée même de la médecine, un savoir qui est mis en œuvre, qui est investi dans une pratique thérapeutique. Le médecin soigne. C'est ça la définition du médecin, c'est quelqu'un qui vous soigne. Eh bien, si cette médecine vient en premier dans l'ordre des urgences, des branches de l'arbre, ces branches sur lesquelles nous ne l'oublierons pas, nous allons cueillir les fruits, bien évidemment. Eh bien, c'est parce que, comme le dit Descartes dans le discours de la méthode, dans la 6e partie, évidemment, je m'empresse de le dire, c'est une parenthèse, mais j'espère que vous avez déjà entrepris de le faire, il faut lire le discours de la méthode, et pas seulement cette 6e partie, dans laquelle se trouve la fameuse formule, nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Eh bien, Descartes tient la médecine sans doute pour le savoir pratique le plus urgent, parce que, dit-il, la santé est le premier de tous les biens en cette vie. Voilà. C'est le premier de tous les biens. Le premier, peut-être pas le plus élevé en dignité, sans doute un salaud, un ignorant, quelqu'un qui serait pourri de tous les vices moraux imaginables peut péter de santé, évidemment. Et donc, ce n'est pas le premier au sens où c'est le plus respectable, si vous voulez, des biens. Celui dont la possession vaut à celui qui l'a le degré le plus élevé d'estime, bien sûr que non. Mais c'est le premier au sens où c'est la condition de tous les autres. C'est la condition, ou du moins, si ça n'en est pas la condition, parce que quelqu'un qui se porte mal peut être un grand sage, mais enfin, c'est quand même la condition, aux yeux de Descartes, pour véritablement accomplir son existence humaine dans la totalité de sa plénitude. Et donc, la médecine, premier, si vous voulez, science pratique de la santé, est cette discipline dont nous cueillons ce fruit qui est le premier de tous les biens en cette vie, à savoir la santé.
Voilà pour la médecine. Qu'est-ce que la mécanique? La mécanique, c'est tout l'ensemble de nos techniques. Ce sont nos techniques, toutes ces techniques que nous mettons en œuvre dans l'ingénierie, tout ce que nous fabriquons, tous les procédés que nous utilisons pour transformer la matière et pour orienter les productions de la nature dans les directions qui nous conviennent, dans l'ordre des choses mécaniques. Voilà. Ça, ce sont les mécaniques. Ce que Descartes appelle les mécaniques, c'est-à-dire les machines. Eh bien, la mécanique s'occupe de ça. Alors, quant à la morale, c'est un petit peu plus délicat. Cela suppose quelques développements un petit peu plus complexes. Et donc, je vais le réserver pour la deuxième partie de cette séance, puisque j'arrive bientôt au terme des 40 minutes qui me sont imparties. Donc, je résume, l'arbre philosophique, la philosophie, c'est la totalité de l'arbre. Le tronc, c'est l'ensemble des sciences du monde matériel. La médecine, c'est ce savoir pratique qui est ordonné à la quête, à la recherche de ce bien premier, au sens le plus urgent qu'est la santé. La mécanique, toutes nos techniques qui font l'objet des connaissances qu'on enseigne aux ingénieurs, des savoirs et des savoir-faire qu'on enseigne aux ingénieurs et aux techniciens dans les écoles et institutions vouées à la production des objets, à l'invention des procédés techniques. Je viens à la morale immédiatement après, dans la deuxième partie de cette séance du 22 mars. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.